Bonjour YouTube, bienvenue dans une séance de questions d'actualité au gouvernement. Pas d'Assemblée nationale pendant la session extraordinaire, on n'aura que du Sénat, nous de notre côté, sur la chaîne. En attendant, nous sommes le 8 juillet, il est 15h passé de 2 minutes. Gérard Larcher a quelques secondes de retard au plateau. Nous allons pouvoir ouvrir la séance avec un hommage de ce que je vois, puisqu'il a son pupitre spécial à hommage. L'occasion pour moi de remercier toutes celles et ceux qui sont arrivés petit à petit ces dernières semaines sur le format des questions d'actualité au gouvernement sur YouTube. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite, du moins avant les vacances parlementaires. Et bonne séance à vous. Attendez, c'est pas Gérard Larcher là. Attendez, c'est tout pixel. Si, c'est Gérard. J'arrive pas à le reconnaître. Vous voyez Gérard, vous? J'ai l'impression que c'est un vice-président. Est-ce qu'on peut avoir un zoom caméra, s'il vous plaît? Ah si, c'est lui. Oui, c'est lui. Ouais, voilà. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Alors, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans la tribune d'honneur ça va le son? d'une délégation de 5 parlementaires de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, conduite par le Dr Mohamed Zidou, président du groupe d'amitié Maroc-France. Notre collègue Christian Cambon, président du groupe d'amitié, est présent à leur côté. La délégation s'est rendue hier au Parlement européen à Strasbourg pour travailler sur la question des relations entre le Maroc et l'Union européenne. Elle a rencontré plusieurs députés européens ainsi que la commissaire en charge de la Méditerranée. Quelques mois après l'organisation du forum interparlementaire franco-marocain à Rabat, qui fut un succès, cette visite atteste, s'il en est besoin, de la mobilisation de nos deux assemblées pour œuvrer au renforcement de notre coopération bilatérale. Nous savons à ce titre le rôle fondamental joué par le groupe d'amitié de la Chambre des conseillers et le groupe d'amitié du Sénat pour que la relation entre nos deux pays retrouve la pleine confiance. J'avoue qu'il y a quelque chose d'amusant, alors que demain c'est France-Maroc. Merci le président Zidou. Le groupe d'amitié va exploser, ouais. Particulièrement au Maroc. Nous souhaitons que le prochain traité bilatéral, qui doit graver dans le marbre les acquis de notre partenariat d'exception renforcé, auquel travaillent nos deux exécutifs, accorde toute sa place à la dimension parlementaire. Voilà, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter à nos homologues la plus cordiale bienvenue au Sénat de la République française. Ah donc non, il n'y a pas d'hommage. Mais alors pourquoi on lui a sorti son pupitre en plastique là? Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site. Et sur la chaîne Twitch de Satellite, abonnez-vous. Chacun de nos questions au gouvernement, attentif au respect des uns et des autres et du temps. De parole. Je vais donner la parole N'est-ce pas, au président Gérard François Patriat, mais avant de lui donner la parole, je souhaite le saluer à l'occasion de ce qui doit être sa dernière question avant la fin de son mandat. Sénateur depuis 2008, il ne se représente pas. De quitter notre haute assemblée en septembre prochain, inlassable défenseur des territoires de la Bourgogne et de ses productions et de la Côte d'Or, et plus généralement des questions relatives aussi à la ruralité. Je n'oublie pas son rôle comme ministre de l'Agriculture et à la chasse, mais là c'est quelque chose. Et en même temps, son attachement à la médecine vétérinaire, c'est un point que nous avons en commun particulièrement. Je le remercie pour son engagement au sein du Sénat et plus particulièrement comme président du groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants qu'il a créé en 2017. Donc dernière question de François Patriat, le président du groupe macroniste du Sénat. Non, t'as pas encore le micro. Merci à tous.
Merci à tous. Monsieur le Président. Je ne voudrais pas retarder la séance de questions. T'inquiète, Merci, elle est déjà bien Monsieur le consommée. Président. C'est effectivement avec une réelle émotion que je prends la parole. Après 18 années dans cette Assemblée noble, après 35 Comme d'habitude, hein, on ne lance pas le chrono années au Conseil tant qu'il n'a pas économique terminé ses et social, hommages. ce sera la dernière fois. Vous imaginez l'émotion qui est la mienne, mais je voudrais d'abord vous adresser à vous mes remerciements, Monsieur le Président, pour votre écoute constante et les liens d'amitié que nous avons pu lier. Je voudrais dire ma gratitude aux membres du groupe RDPI qui sont à côté de moi, qui ont accompagné pendant 9 ans, avec qui j'ai travaillé dans un souci constant d'équilibre, mais aussi de dialogue avec les autres. Et je voudrais dire un grand merci à tous les amis parlementaires ici, qu'ils soient de droite ou de gauche, avec qui j'ai tissé au cours de ces années à la fois des liens d'amitié et de travail. Ils ont fait la démonstration qu'on pouvait faire de la politique c'est rude, mais qu'on pouvait le faire sans colibet, sans insultes, et dans le même temps avec un profond respect chacun dans ses convictions. Merci à tous. Salut mon pote. Merci. Venons-en donc à la question. Monsieur le Premier ministre, pendant toutes ces années, j'ai vu inlassablement grandir le narcotrafic avec le chaos qu'il génère derrière lui. Ces réseaux tuent, ils défient ouvertement l'autorité de l'État, ils corrompent ce qu'ils touchent et surtout, ils condamnent l'avenir d'une partie de notre jeunesse enrôlée et parfois sacrifiée. Une République qui laisse s'installer sur son sol des contre-pouvoirs criminels n'est plus tout à fait souveraine et l'enjeu est là. Alors, Monsieur le Premier ministre, parce qu'il est devenu insupportable de compter les victimes du narcotrafic, ma question est simple, elle est directe. Comment entendez-vous adapter la réponse de l'État dans toutes ses dimensions pour y faire face? La nation ne peut pas se résigner et attend de l'État qu'il ne recule même pas. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Il n'a pas de limite de temps de parole. Sénat, mesdames et messieurs. Mais je le chronomètre quand même. Sénateurs, Monsieur le ministre, Monsieur le Président François Patriat, je démarre par le fond de votre question et je pense que la symbolique est forte d'avoir choisi pour votre dernière question au gouvernement comme parlementaire une thématique qui nous permet à la fois de regarder le bilan collectif. Beaucoup a été accompli et fait dans la lutte contre le narcotrafic. Singulièrement, d'ailleurs, je remercie l'ensemble des groupes ici au Sénat, puisque beaucoup d'initiatives transpartisanes ont pu progresser. Mais enfin, il faut regarder le phénomène avec beaucoup de lucidité. Le narcotrafic est bel et bien là. La masse est importante. Le phénomène régalien, sécuritaire, mais aussi sanitaire et social, culturel et éducatif est absolument Il y a une majeur. mouche près de Sébastien là. Multiplication Je sais pas si vous la par voyez. 2 de la consommation en 5 ans. Et les dernières études laissent à penser qu'il y a désormais plus d'1 million de Français. Je pourrais pas me concentrer avec une mouche qui tourne autour de moi. Donc on est sur un défi de société qui est absolument majeur, avec une augmentation des homicides, des règlements de compte, avec des victimes qui sont de plus en plus jeunes, et des milliers d'hospitalisations chaque année pour overdose. La réalité, Monsieur le Ministre, c'est que l'adversaire, pour reprendre une terminologie militaire, l'adversaire évolue. Il est en train de se transformer prodigieusement. La première des choses, c'est que le phénomène est de plus en plus mondialisé. Et les grands donneurs d'ordre sont évidemment à l'étranger. La deuxième des choses, c'est qu'on a une ubérisation importante de ce trafic. Quelle mouche qui se pose sur Sébastien. Non mais elle en a rien à foutre, la mouche. Du nombre de points de deal, puisque malheureusement l'essentiel de ce trafic, y compris dans la quoi cette relation mouche à merde, consommateur, se fait par les voies les plus numériques, les plus simples. On a pratiquement moins 35 à moins 40% de points de deal en seulement quelques temps. Ça explique malheureusement pas une diminution du narcotrafic, mais au contraire une transformation. La troisième des choses, c'est les nouvelles technologies, les crypto-monnaies, les messageries cryptées, la capacité à malheureusement activer une main-d'œuvre d'une nouvelle nature, j'en dirai un mot dans un instant, main-d'œuvre avec des guillemets, uniquement par les réseaux numériques. Et le quatrième point, dans la nouveauté, et c'est probablement la plus préoccupante, elle n'est pas sans lien avec le texte sur la protection de l'enfance qui va être discuté à l'Assemblée nationale. C'est désormais le lien direct entre le narcotrafic et le recrutement parmi les jeunes qui sont confiés à l'ASE. Et nous constatons de plus en plus une mobilisation des populations les plus fragiles. Et on le voit, sujet, il est la important. DZ Mafia dans le sud de la France a pu mener quelques recrutements parmi des foyers de protection de l'enfance. Et ça, oh la c'est vache, quelque chose qui n'était évidemment pas le cas il y a quelques années. Ça veut dire aussi qu'il va falloir donc refondre nos outils d'analyse, comprendre comment évolue l'adversaire
Et puis vous le savez ici sur ces bancs, Il y en a une une deuxième. approche aussi beaucoup plus territoriale. Il cumule les mouches. Sur Marseille n'est pas complètement la même qu'à Grenoble ou à Nantes. Elle n'est pas complètement la même en Côte d'Or et dans l'Eure, avec donc aussi un phénomène qui est partout, mais qui doit évidemment s'appréhender de manière complètement nouvelle. Je pense qu'il faut continuer, enfin c'est pas je pense, je suis certain qu'il faut continuer l'augmentation, la montée en puissance de l'État. La loi narcotrafic nous le permet. Il y a un enjeu important de décloisonnement des ministères, c'est clé. Il y a un enjeu important de contrôle des flux venant de l'étranger. C'est le sens du plan douane tel qu'il a été validé par le président de la République. Oui, il n'a pas de limite de temps de parole, donc David il parle Amiel, autant qu'il veut. Il y a quelques jours pour refonder notre organisation douanière pour 2030. C'est le cas des moyens militaires que vous avez décidé dans le cadre de la haute programmation militaire, notamment pour les Antilles et la Guyane. Et c'est tout le sens aussi de la coopération judiciaire et policière internationale. Et j'en profite pour saluer la délégation marocaine qui est ici, puisque la qualité de la relation est puissante et bienvenue. Enfin, il va nous falloir aussi nous-mêmes utiliser des outils nouveaux. C'est pour ça que j'ai autorisé pour la première fois que de l'intelligence artificielle militaire du ministère des Armées, que j'avais décidé d'ailleurs dans une autre vie, soit mobilisée à des fins de lutte contre le narcotrafic. Mais enfin, il y a une réalité, et je profite de votre question peut-être pour y revenir. Je ne partage pas celles et ceux qui, dans le débat public, feraient une comparaison complète et totale, parallèle, symétrique, entre la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le narcotrafic. Pour plein de raisons. Mais la première d'entre elles, déjà, c'est qu'il y a le sujet de la consommation. Et il faut le redire avec beaucoup de force, beaucoup de fermeté, il n'y a pas de règlement de compte dans les quartiers s'il n'y a pas de consommation dans les beaux quartiers. C'est une réalité notamment pour l'ensemble de ces drogues dures, et que le lien direct entre la consommation et la délinquance doit désormais être regardé. D'ailleurs, on attend la droit dans les publication yeux, des résultats des dépistages avec beaucoup de antidrogue vérité réalisés dans les et ministères, beaucoup de Sébastien. courage. C'est pour ça que beaucoup de décisions ont été prises. Vous avez voté le texte riposte qui permet d'avoir ces amendes forfaitaires délictuelles portées à 500 €. Et c'est pour ça que j'assume aussi la politique de testing que j'ai initiée pour celles et ceux qui sont des cadres importants au service de l'État. Cabinet ministériel, préfet, recteur, l'ensemble de celles et ceux qui sont nommés par le Conseil des ministres. Non pas tant d'ailleurs à des fins d'exemplarité, comme ça a pu être dit, même si bien sûr c'est indispensable, mais surtout parce qu'on ne peut pas tolérer que des personnes soient vulnérables. Consommer de la drogue dure, c'est porter une vulnérabilité. Lorsqu'on est à la tête de l'État, Il commence à traîner en on n'a pas longueur, le là, droit Sébastien. d'emmener avec soi cette vulnérabilité. Si on l'a fait, c'est que malheureusement, des cas ont été enregistrés ces derniers mois. Je ne l'ai pas fait de manière complètement innocente. Et je le redis, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là sur les réseaux sociaux, les personnes qui sont testées positives sont écartées de ces emplois. Dans l'anonymat, puisque le secret médical existe, nous sommes là pour le respecter. L'essentiel est là, c'est que les personnes qui portent cette vulnérabilité soient écartées des fonctions en question. Enfin, l'autre fléau auquel, mesdames et messieurs les sénateurs, j'en ai parlé l'autre jour avec le président du Sénat, je vous en remercie, c'est évidemment la question de la lutte contre la corruption. Voilà encore un des points de différence entre la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le narcotrafic. La corruption des agents publics, la corruption des avocats, la corruption des notaires, La corruption des ministres. banquiers. Il faut regarder cette vérité en face sans jeter l'opprobre sur les professions, cela va sans dire. Mais là où il y a autant d'argent, il est évident que la tentation de corruption existe et qu'il va falloir la combattre, non seulement politiquement et culturellement, mais il va falloir aussi la combattre en droit. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vous proposerai un projet de loi très court, un article qui permettra de venir durcir les sanctions sur les agents de l'État s'ils se retrouvent en corruption passive sur les sujets de narcotrafic, parce que notre droit, malheureusement, n'est pas complètement complet. Et donc, c'est l'annonce que je voulais vous faire, en plus des différentes circulaires. Dernier point, ça n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme, parce qu'il y a une mobilisation qui doit dépasser l'intérieur et la justice. L'éducation nationale, évidemment un endroit de protection, mais aussi de détection. C'est pour ça que j'ai demandé au ministre... Ouais, c'est comme ça maintenant, quand un président de groupe n'utilise pas tout son temps de supplémentaire parole, il sur peut le les donner au années Premier scolaires. ministre. Et ça sera proposé dans le cadre du projet de loi de finances pour putain. l'année prochaine. La santé publique, sur lequel... Alors là on a est un sur un enjeu record de majeur, longueur pour Sébastien Lecornu. de faire remonter en puissance l'ensemble des unités de désintoxication. Et c'est pour Fallait cela aussi écouter que j'ai cette histoire décidé, ça sera inscrit Ça va, toi dans le projet de loi de finances pour l'année prochaine, que l'ensemble du produit des amendes... Putain, j'avais pas d'écho. Bah, attends, je déco, je déco. affecté justement à la prévention sanitaire. Comme jadis, le président Chirac avait pris des décisions similaires Oups. sur les amendes liées à la sécurité routière. Je pense que là, il Vous faut en que faites la pas, tout va politique bien. de répression Ce stream permette est de maîtrisé. financer la politique de prévention.
dimension, ce qui, j'en suis certain, à mon avis, nous permettra d'avancer dans le bon sens. Voilà ce que je voulais vous dire. Non, plus c'est long, plus c'est long. Plus personnel, à mon tour, au nom du gouvernement, des collègues, de tous celles et ceux qui vous ont accompagné au cours de cette longue et brillante carrière qui laisse songeur, président de région, député, sénateur, ministre plusieurs fois. Il était ministre, Patria. Et bien Je savais garni. même pas. Mais au-delà de cette fiche Wikipédia, tout le monde ici peut reconnaître les qualités humaines du bonhomme, toujours traversé par la gentillesse, la bienveillance et une certaine conception de la fraternité républicaine qui fait honneur à la fidélité aux idées que vous portez. Merci, Monsieur le Ministre. Putain, 8 minutes 20. Alors là, c'est un record de Sébastien Lecornu. Je donne la parole au président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Président du groupe des indépendants du Sénat, et donc c'est donc Sébastien Lecornu qui va une nouvelle fois Monsieur le répondre. Premier ministre, dans moins d'1 an, les Français voteront pour élire leur président de la République. Et pas que. Depuis quelques années, les élections ont été transformées par l'arrivée des réseaux sociaux et leur cortège d'indignés, de complotistes, de trolls, de racistes, de radicalisés et d'ingérences étrangères. Donc interdisons Les tout. prochaines élections se feront en prime sous la pression de l'intelligence artificielle. Cette fois-ci seront au menu vidéos truquées, fausses voix, faux personnages, faux communiqués, comptes automatisés, diffusion virale de mensonges juste avant le scrutin. Le danger pour la démocratie sera décuplé. Les relais de Poutine ou de MAGA vont évidemment s'en donner à cœur joie. Ils ont déjà commencé leur travail de sape. Face à cette irruption massive, nous ne sommes pas prêts. L'AI-Act européen est embryonnaire. La CNIL a engagé, tout comme Viginum, un travail de vigilance et notre collègue Vanina Paoli-Gagin prépare le rapport sur l'IA que vous lui avez confié. Mais la vraie question est celle de l'application concrète, rapide et efficace des protections, des sanctions et des contre-mesures. À 10 mois de l'élection, nous sommes, comme le reste de l'Europe d'ailleurs, où se jouent d'autres élections, désarmés. Monsieur le Premier ministre, comment le gouvernement entend-il garantir l'identification des contenus politiques générés ou modifiés par l'IA? Quels moyens seront donnés aux autorités de contrôle pour détecter et sanctionner les manipulations? Comment les plateformes seront-elles contraintes d'agir en urgence à la veille du vote? Enfin, comptez-vous proposer un cadre législatif pour sanctionner l'usage de la voix ou de l'identité d'un candidat, d'un élu ou d'un responsable public pendant la campagne? Pour défendre la démocratie contre ses ennemis intérieurs et extérieurs, nous avons le devoir de faire en sorte que l'avancée des technologies ne devienne pas une arme contre le libre choix des citoyens. Je vous remercie. Je vous résume les 8 minutes de Sébastien Lecornu. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Avec quel budget? Merci, Aucun. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs. Voilà, je viens de vous résumer les 8 prochaines minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Claude Malhuret, vous étiez avec le Président du Sénat et un certain nombre de parlementaires ici présents il y a de cela quelques jours à Matignon. Peut-être que cela me permet de dire publiquement ce que je vous ai dit dans un Merci pour le follow, Sparks. restreint sur le risque d'ingérence étrangère qui est très aigu et très important dans les mois qui vont venir, là où au fond nous sommes prêts et ce qui nous reste à accomplir. La première des choses, déjà, confirmer publiquement à la représentation nationale qu'il n'y a pas eu d'ingérence étrangère pendant la campagne des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Vous savez que le risque existait, il était identifié, il y a eu une mobilisation très importante des équipes des services de l'État et je tiens à les en remercier. Néanmoins, vous le savez, ce n'est pas le cas pendant la campagne des élections municipales, où un certain nombre d'ingérences étrangères ont été clairement détectées, venant d'ailleurs d'horizons assez différents et opérant, en tout cas empruntant des modes opératoires qui étaient aussi, eux, assez différents. J'y reviendrai dans un instant, mais au fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. de mode opératoire qui peut aussi intéresser tous les candidats aux élections sénatoriales pour la fin de ce mois de septembre, soit de la production de contenu qui apparaît à première vue comme étant vrai, un faux blog d'information du deepfake. En fait, c'est un vrai faux blog ou un faux vrai blog, mais qui emprunte au fond le visage d'un blog local d'information. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, celui-là autrement plus violent, la production de rumeurs, de calomnier, il en restera toujours quelque chose, mais avec une puissance de frappe terrible qu'est l'IA, qui permet d'aller dénigrer tel ou tel candidat en disant qu'il a un problème avec pourquoi demander une enquête, Octopi, ou pire chose sur sa vie privée. Globalement, ce sont les deux modes opératoires tels qu'on a pu les constater pendant les élections municipales. La troisième chose que je veux vous dire, c'est qu'on dit ingérence étrangère
tout d'un coup, on a la lumière qui s'allume en disant « étatique ». Et dans votre question, vous l'avez rappelé, ce n'est pas que étatique. Déjà parce que beaucoup de grands groupements d'intérêts financiers ou économiques internationaux peuvent avoir un intérêt à s'en prendre à un parlementaire. En fonction des positions que vous avez pu prendre sur telle ou telle loi, vous pouvez avoir une ingérence pendant votre propre campagne sénatoriale dans laquelle vous avez pu déranger des intérêts économiques. On commence à le voir et on commence à le détecter. C'est vrai aussi potentiellement, heureusement, nous n'avons pas eu de cas au moment où je vous parle, mais on assiste à un mercenariat numérique contre de l'argent, pas forcément des sommes d'argent très importantes, qui permettent potentiellement à un autre candidat, français potentiellement, d'aller activer une cellule mercenaire à l'étranger pour venir calomnier un autre candidat en France. Bon. Donc on voit bien que les modes opératoires deviennent de plus en plus clairs. Ce qui est fou, c'est que du coup, il a le portrait global. Il est conscient de tout ça en tant que Premier ministre. Je pense que notre doctrine, elle est solide, mais l'arsenal est incomplet, pour dire les choses. La doctrine est solide parce que, si déjà je suis capable de vous en parler aussi clairement, il y a un an, ça n'aurait pas été aussi clair. Et le boulot des équipes est absolument remarquable. Détection, et pas... oui, enfin, ça commence à faire des années qu'on est au courant de tout ça. Le contenu a été mis en ligne. En campagne électorale, on a besoin d'être... Alors ça se précise, mais ça fait un moment qu'on est au courant des méthodes, des moyens, des réseaux, des lieux, mais qu'on ne fait rien pour agir parce que ça arrange bien voilà d'où ça vient. Et pour aller sur des éléments de langage. C'est faux, un tiers qui dit que c'est faux, ça compte évidemment dans le cadre de la campagne électorale. Et ensuite, les deux choses les plus compliquées à mettre en œuvre, mais sur lesquelles on avance, l'entrave, y mettre fin, et enfin l'attribution, qui est évidemment l'acte le plus compliqué, mais de savoir exactement d'où ça vient, dit aussi quelque chose de la nature de nos affaires. Ça, on avance, de plus en plus les résultats seront là. Les parlementaires qui s'intéressent à ces sujets, je demanderai au ministre de vous montrer comment ça fonctionne, parce que je pense qu'on a besoin aussi de montrer aux équipes de l'État que ce que nous faisons est solide, parce qu'on est la première démocratie européenne à mettre autant d'argent, autant de moyens, autant de jus de cerveau pour faire justement bouger les lignes. Ensuite, l'arsenal n'est pas complet. Quand je dis qu'il n'est pas complet, c'est que des choses ont été faites, et je vous en remercie, parce que, une fois de plus, le Sénat nous y a beaucoup aidé. Il y a l'existant. Le délit de photomontage existe déjà. Ça fonctionne dans le cadre d'une campagne électorale, peu importe que l'IA soit utilisée ou pas pour construire le photomontage. Le référé anti-manipulation, pour le coup, lui aussi, il existe déjà en droit. Après, il faut évidemment s'en saisir. Et je ne reviens pas sur les différents sujets européens qui méritent effectivement, vis-à-vis des plateformes, d'être pudiquement et diplomatiquement accélérés. Ce qui doit être très vite musclé, et ça, on en a échangé ensemble. La première des choses, c'est que il faut créer définitivement cette commission d'information du public. En clair, ce qu'on est capable de faire à haut niveau dans le cadre d'une campagne, avoir quelque chose qui soit désormais permanent et que l'ensemble de la presse, des juges, des élites, de la population, de nos concitoyens soient capables d'identifier qui fait quoi dans notre organisation étatique pour dénoncer une fausse information. Parce que, vous le voyez bien, monsieur le ministre, la frontière aussi avec une ingérence de l'État dans le débat public pourrait très très vite être contestée par certains. Donc il faut aussi que nous-mêmes, nous soyons garants aussi d'un certain nombre de principes de liberté. La deuxième des choses, c'est que, et je crois que ça a rencontré l'assentiment des différents groupes, le référé qui existe n'existe que pour les présidentielles, les législatives et les sénatoriales. Il faut urgemment l'ouvrir à toutes les élections locales, notamment en vue des élections régionales et départementales de 2028, des prochaines élections municipales. On ne peut pas se permettre d'avoir un référé à double vitesse en fonction des élections. Donc ça, évidemment, c'est important. Et enfin, votre question était précise. Les peines aujourd'hui ne sont pas suffisamment dissuasives. Donc il faut, et je vous proposerai, dans une petite loi, là aussi très courte, qui va être adoptée au Conseil des ministres en cette fin du mois de juillet. Il n'y a rien qui va. Par 3 les peines encourues. C'est con, le constat est bon, les éléments sont là, la réponse, il n'y a rien qui va. Information en période électorale, considérant que la période électorale a quelque chose de sacré donc dans ça la va démocratie. Ah bah là, ça va être open bar pour l'ingérence étrangère et l'intelligence artificielle. Vous allez en bouffer partout pendant la campagne. J'ai écrit à l'ensemble des Accrochez-vous. formations politiques de ce pays. On ne peut pas dire que toutes les formations politiques de ce pays m'aient répondu. Je considère néanmoins, je le dis du fond du cœur, ça concerne tout le monde sur tous les bancs. Aucun parti politique, aucun candidat, quel que soit son territoire, urbain, rural, hexagonal, outre-mer,
ne peut prétendre aujourd'hui être complètement à l'abri d'une opération d'ingérence, quelle qu'elle soit, dans le cadre de sa campagne. Et comme c'est nous qui sommes respectivement aux affaires, vous comme sénateur sortant ou à réélire au mois de septembre, nous au gouvernement, il est indispensable de très vite compléter notre arsenal juridique et de porter aussi politiquement et culturellement cette bataille parce qu'elle est absolument clé. Merci beaucoup. Eh ben, La parole est à notre il collègue s'amuse, hein, Sébastien. Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Les Monsieur le sociodémocrates. Président, Madame la Ministre, chers collègues, c'est avec une profonde émotion que nous avons appris ce matin le décès d'un jeune sapeur-pompier volontaire de 22 ans mort en intervention alors qu'il combattait un feu de forêt en Savoie. Au nom du groupe RDSE, j'adresse mes pensées les plus sincères à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de ses camarades sapeurs-pompiers. Ce drame nous rappelle avec une terrible brutalité les risques auxquels s'exposent celles et ceux qui s'engagent pour protéger nos populations et nos territoires. Alors que l'été ne fait que commencer, nos sapeurs-pompiers affrontent déjà des incendies particulièrement violents. Notre modèle de sécurité civile repose sur 43 000 professionnels, 13 000 militaires et 201 000 sapeurs-pompiers volontaires, ces derniers assurant 66% des interventions. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France vient d'appeler les employeurs publics et privés à faciliter leur disponibilité. Comment allez-vous garantir, Madame la Ministre, cette mobilisation dans la durée et renforcer l'attractivité du volontariat ? Nos services d'incendie et de secours ont également besoin d'une remise à niveau de leurs moyens. Sur le plan aérien, nous en parlons souvent, la France doit enfin porter une véritable stratégie industrielle européenne. Nous ne pouvons continuer à dépendre d'appareils produits hors d'Europe, avec des délais de livraison importants, lorsque des solutions françaises notamment existent. C'est un enjeu de souveraineté et de sécurité. Sur le plan terrestre, ces sapeurs-pompiers nous demandent d'être beaucoup plus pragmatiques. Je vous donne un exemple qui m'a été donné par les sapeurs-pompiers de Gironde. Les systèmes liés à l'AD-Blue peuvent entraîner une perte de puissance, voire empêcher le redémarrage d'un véhicule. La transition écologique est indispensable, mais une norme ne doit jamais risquer d'immobiliser un véhicule de secours d'urgence en intervention. C'est pourtant aujourd'hui le quotidien de nos sapeurs-pompiers. Madame la Ministre, quelles décisions immédiates entendez-vous prendre pour garantir à nos sapeurs-pompiers et aux SDIS les effectifs, les moyens et les conditions d'intervention? Je vous remercie. Ah bah, Pour vous répondre à la parole. du budget on en a, mais on va le supprimer. De la citoyenneté. Voilà, je vous résume les deux Madame prochaines minutes. Marie-Pierre Védrenne. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre Nathalie Delattre. Je vous remercie pour vos mots. C'est elle, Védrenne. Je voudrais me joindre au nom du gouvernement à l'attention spécifiquement de la famille du caporal Baptiste Geffreux-Valentin. Adresser nos sincères condoléances, notre soutien à cette famille, mais aussi à toute la famille des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires. C'est finalement toute la nation entière qui est endeuillée. Et à travers vos mots, à travers votre question, vous avez souligné la singularité, la force, mais aussi la résilience du modèle de sécurité civile français. Justement, cet alliage entre les professionnels et les volontaires. Donc oui, nous devons rappeler à toutes nos entreprises, mais aussi aux organisations patronales, de pouvoir, dans ce contexte de précocité des feux de forêt, de pouvoir libérer justement ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur, ce que nous continuerons de faire, ce que le gouvernement continuera de faire, parce qu'il faut le rappeler, il y a près déjà de 12 000 hectares qui sont brûlés, et c'est absolument essentiel. Sur le plan des capacités, justement opérationnelles, là aussi, depuis 2023, il y a eu un engagement fort du gouvernement pour pouvoir renforcer les capacités opérationnelles sur le plan terrestre, sur le plan aérien, et spécifiquement dans ce contexte aussi, une solidarité européenne qui s'est développée à travers le mécanisme de solidarité, qui est concrète à l'heure actuelle. Et vous avez raison de souligner à travers votre question que c'est cette Europe-là que nous aimons, cette solidarité de fait. Mais quand des normes réglementaires viennent contraindre l'activité, la réactivité de nos sapeurs-pompiers, ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pourquoi, avec la Direction générale aussi de la sécurité civile, nous sommes mobilisés sur le point plus particulier que vous évoquez pour trouver véritablement des solutions opérationnelles. Je veux aussi attirer l'attention de tous ceux qui nous écoutent sur un point à l'heure actuelle vis-à-vis des incendies. Védrenne, c'est qu'on stream. 9 incendies et de feux de forêt à l'heure actuelle sont dus à des comportements humains. C'est pourquoi le gouvernement, et je sais aussi compter sur le Sénat, rappelle également les messages de prévention, les messages de vigilance. Cette vigilance, nous la devons collectivement à nos sapeurs-pompiers qui effectivement sont engagés jusqu'au péril de leur vie. Je vous remercie. Merci.
je vais donner la parole au président Raynal, mais auparavant, je voudrais le remercier pour son engagement au sein du Sénat et plus particulièrement au sein de la commission des finances qu'il a préside. présidé au cours de ces 6 dernières années. Il a contribué à de nombreux travaux du Sénat. On dirait bien ouais, qu'il part. Financiers et fiscaux, touchant notamment aux collectivités territoriales et plus récemment l'imposition des hauts patrimoines. On y reviendra dans un instant. Il fut aussi le président de la mission d'information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023. Oh, la fameuse! Président de la commission des finances, il a veillé au bon déroulement de la discussion du projet de loi de finances. Je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite, mais je voudrais porter témoignage qu'il préside une commission alors qu'il est membre d'un groupe d'opposition au Sénat. C'est la particularité ici d'un fonctionnement qui se fait en harmonie avec l'ensemble des collègues non, à l'Assemblée nationale, c'est pareil. Hein. Et du rapporteur général. Je voulais en porter témoignage et le remercier. Bah, Gérard, je crois pas que tu es une exception. Hein. Ah ouais, en Haute-Garonne, tout le monde plie les Gaules. Eh ben dis donc. Merci, Monsieur le Président. Merci, mes chers collègues. Vous me gênez. Je voudrais, en quelques mots, tout d'abord, remercier mes amis du groupe socialiste de m'avoir proposé à 2 reprises de présider cette commission des finances, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Vous remercier, Monsieur le Président, et l'ensemble des vice-présidents du Sénat, ainsi que l'administration de la commission et l'administration de la séance pour la qualité des relations que nous avons eues durant ces projets de loi de finances extrêmement complexes dans les dernières années. Il faut bien le reconnaître. Enfin, un mot d'amitié pour le rapporteur général Jean-François Husson. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne pensons pas la même chose, je vous rassure. Mais nous avons, je crois, su travailler tous les deux pour faire en sorte que, d'une part, nous nous disions les choses tout le temps, et cela a été vrai pendant 6 ans. Il n'y a pas eu d'action du rapporteur général qui n'est d'ailleurs d'abord fait l'objet d'une discussion entre nous, de même dans l'autre sens, et c'était très important, et faire en sorte que les travaux de la Commission se déroulent dans le meilleur climat possible. J'espère que cela a été le cas pour tous ceux qui ont participé. Alors je voudrais vous dire que nous avons connu une période de finances publiques, il faut se le dire, un peu folle. Loi spéciale, services votés, ordonnances, nous avons dû réinventer, revoir toutes ces notions. Multiplication du nombre d'amendements liés d'ailleurs pour partie au non-vote du budget à l'Assemblée nationale, tout autant de raisons qui font des années particulières. Mais aussi période folle mais passionnante comme toujours dans ces cas-là, avec des commissions d'enquête nombreuses, dont la dernière sur la dégradation des comptes publics 2013-2014. C'était très important. Aujourd'hui, quand je dis 2013-2014, je dis 2023-2024, ça sera mieux. Et puis également sur la boîte noire aujourd'hui des hauts patrimoines, dont je veux dire quelques mots. Alors que disons-nous dans ce texte qui a été d'ailleurs, comment dire, diversement apprécié, parce qu'évidemment certains trouvaient qu'il ne disait pas assez de choses et d'autres trouvaient qu'il en disait déjà trop. Et donc évidemment ça veut dire qu'on a trouvé le juste milieu. Alors nous avons assisté, et nous le disons, à un retour de la rente et de l'héritage au détriment des revenus du travail. L'essentiel de l'augmentation des revenus aujourd'hui provient des patrimoines. Nous connaissons évidemment le patrimoine de nos concitoyens à l'étranger, c'est ça qui était étonnant. Nous en savons quasiment tout, mais par contre, nous ne savons plus rien du patrimoine en France, détenu en France par nos concitoyens. Et cette connaissance est absolument nécessaire si nous voulons éviter une suspicion généralisée sur la répartition de l'impôt. C'est facile, faisons-le. Sans attendre, nous pouvons aussi arrêter de modifier chaque année le pacte du travail, qui a son importance, mais en se rangeant aux propositions de la Cour des comptes sur un tel sujet. Sur le mécanisme d'apport-cession, il faut retravailler cette niche fiscale qui place en report d'imposition 16 milliards d'euros en 2018, mais 34 milliards aujourd'hui, 5 ans plus tard, pour un total finalement de 130 milliards d'euros. Et donc, il nous faut travailler sur ce sujet. Évidemment, interdiction du prêt lombard également, permettant d'éluder l'impôt sur le revenu pour les très 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 grandes fortunes. Monsieur le ministre, entendez-vous tenir compte de nos recommandations? Je vous remercie.
Pour vous répondre, Oula, la parole attention, est faut boire. au ministre de l'Action et des Comptes Publics, Monsieur David Amiel. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le Président Raynal, je voudrais vous remercier d'abord pour évidemment le travail que vous avez conduit avec Jean-François Husson sur les hauts patrimoines, qui est à l'image du travail que vous avez conduit à la présidence de la Commission des finances, c'est-à-dire une recherche d'un équilibre entre la justice sociale, le sérieux économique et budgétaire et l'honnêteté intellectuelle dans les travaux que vous menez, qui, par-delà les divergences et les différences que nous avons eues, et on a eu souvent l'occasion de débattre, marquent toujours vos prises de position et que l'on retrouve dans la mission que vous avez pu conduire. Et donc je voudrais à mon tour, au nom du gouvernement et au nom des différents ministres avec qui vous avez eu l'occasion de travailler, vous remercier, Monsieur le Président, pour l'empreinte que vous laissez ici dans cette institution et dans la construction de nos lois de finances. En ce qui concerne la question précise que vous avez posée et les recommandations que vous avez eu l'occasion de formuler, oui, vous avez raison, Monsieur le Président, il faut améliorer notre connaissance des hauts patrimoines, parce qu'on ne peut pas agir là où on ne connaît pas ou peu. Vous avez fait un certain nombre de recommandations qui viendront enrichir les travaux qui sont menés par la Direction générale des finances publiques dans le cadre du projet Patristat, qui améliore la connaissance des hauts patrimoines là où il y avait des trous dans la raquette, en exploitant à des fins statistiques les données d'assurance vie. On a aujourd'hui le répertoire FICOVI qui est alimenté par les assureurs, mais on n'arrive pas encore à l'exploiter. Vous remarquerez que ce n'est pas pour lutter contre la fraude fiscale, c'est juste pour connaître un peu mieux. Considérablement progressé. C'est le cas aussi pour la mise en production régulière des travaux d'identification des redevables qui sont actionnaires à hauteur d'au moins 10% du capital d'une ou plusieurs sociétés, là aussi afin de mieux connaître le patrimoine associé. Et il y a évidemment un travail considérable à mener en matière d'actes de donation et de succession, là aussi pour enrichir notre connaissance statistique, parce qu'on le sait, souvent on a des débats sur ces questions-là, et la réponse est on n'a pas les chiffres. Et c'est évidemment une réponse qui est insupportable pour les parlementaires, le gouvernement, tous ceux qui s'intéressent au débat public. Et là aussi, on a des outils d'intelligence artificielle, de reconnaissance optique qui vont nous permettre d'améliorer les choses. On intégrera vos recommandations. Merci, Monsieur le Président. Bien. Je vais donner la parole à notre collègue Silvana Silvani pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Ah voilà, vous vouliez les communistes, ils arrivent avec cette question. Monsieur le ministre, ce mois de canicule nous aura rappelé une évidence. Quand tout brûle, quand tout craque, c'est vers les services publics que la nation se tourne, vers les soignants des urgences saturées, les enseignants des classes surchauffées, vers les sapeurs-pompiers qui affrontent les flammes, vers les agents des collectivités qui veillent sur nos aînés, vers toutes celles et tous ceux qui font tenir ce pays debout. Je crois, mes chers collègues, que sur toutes les travées, nous pouvons leur adresser l'hommage unanime de la représentation nationale par nos applaudissements. Merci pour elles, merci pour eux. Mais Monsieur le Ministre, un pays ne tient pas debout avec uniquement des applaudissements. Ses services, vos politiques les épuisent. Au printemps encore, vos décrets annulés, plus d'un demi-milliard d'euros sur les services publics, jusqu'au crédit de la prévention des risques climatiques à la veille d'un été que vos propres services annonçaient brûlant. De la même manière, nos soldats du feu attendent les concrétisations du Beauvau de la sécurité civile depuis plus d'un an. Il a fait près de 35 degrés dans les dortoirs de certaines casernes de mon département la semaine de la canicule, alors que les pompiers faisaient face à 40% d'activité en plus. Lors du comité d'alerte des finances publiques, ont été annoncés 10 à 12 milliards d'économies de plus quand d'autres réclament 100 000 départs de fonctionnaires. Les services publics ne peuvent pas être indéfiniment la variable d'ajustement de votre politique de l'offre. Alors ma question est simple. Quel est votre plan, Monsieur le Ministre, votre plan pour les services publics de ce pays? Ne rien faire. Next. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes Publics, Monsieur Amiel. Non, mais nommez-moi ministre, on va gagner du temps sur les QAG. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Silvani. D'abord, je vous remercie pour les mots que vous avez eus pour les agents publics. Ce sont ceux qui tiennent le pays pendant les crises. On les applaudit aujourd'hui comme on les applaudissait hier
pendant la crise sanitaire, comme on aurait dû d'ailleurs peut-être encore davantage que ce qu'on a fait, les applaudir au moment de la guerre dans le détroit d'Ormuz, parce que si on a des aides qui ont pu important être de préciser que justement Attal veut réduire le nombre de fonctionnaires et donc précariser encore plus nos services publics. C'est aux agents de la Direction générale des finances publiques que l'on le doit, c'est les aides sectorielles qui ont pu être apportées. Tout ce qu'il dit, Amiel, c'est du vent. Nous leur devons évidemment la reconnaissance et le soutien. Madame la sénatrice, vous avez évoqué différents éléments. Il y a évidemment la réponse immédiate, la protection qu'on doit apporter à nos agents publics face à la crise et face aux épisodes de canicule. Depuis le décret de 2025, le gouvernement a clarifié les responsabilités et confié les plus grandes latitudes aux chefs de service pour faire face aux difficultés, pour pouvoir adapter les horaires, les tâches, les postes, pour pouvoir faire preuve de souplesse sur le télétravail quand c'est nécessaire, pour pouvoir éviter des déplacements qui peuvent être écartés, décalés, et pour pouvoir aménager au mieux le travail de nos agents publics. Au-delà de ces moyens conditions de travail, en termes de conditions de travail, il y a évidemment l'adaptation des lieux de travail à court terme. Et je ne reviendrai pas ici sur l'ensemble des mesures qui ont été déployées pour investir dans les EHPAD, pour renforcer les investissements dans les hôpitaux dès cet été avec 30 000 climatiseurs annoncés par le Premier ministre et qui sont en cours de déploiement. Et puis surtout une politique de long terme de rénovation des bâtiments publics, bâtiments de l'État, bâtiments des collectivités locales, parce que même si ce n'est pas la compétence de l'État, par le Fonds vert, nous apportons des financements complémentaires aux collectivités qui ont une large responsabilité en matière de bâti public pour pouvoir améliorer les conditions de vie, de travail pour les agents comme pour les usagers. Vous avez quelques secondes. Comment il sait? Monsieur le ministre, je vous répondrai par une autre question. Pour ne pas se faire engueuler par Gérard. Combien coûte à la nation un service public qu'on a laissé dépérir? Faites le compte. Toujours plus cher que de l'avoir défendu. Merci. Je vais donner la parole à Claude Kern, mais je voudrais d'abord saluer notre collègue Claude Kern à l'occasion de la dernière question avant la fin de son mandat. Eh ben, c'est moi ou il y a la moitié du Sénat qui plie les Gaules? Petite blague par rapport au fait que le Sénat est renouvelé par moitié. Donc effectivement, techniquement, il y a la moitié du Sénat qui plie les Gaules. Sénateur, depuis 2014, je le remercie pour son engagement au sein du Sénat et particulièrement au sein de la Commission de la Culture, où il s'est toujours attaché à encourager la pratique sportive pour tous et le sport professionnel. Il s'est également engagé au sein de la Commission des Affaires européennes, il en a été le vice-président pendant 6 ans, ainsi qu'au sein de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour un élu du Bas-Rhin. Non, pas de limite de nombre de mandats. Merci pour tout cela à Claude. Il n'y a que les présidentielles où il y a une limite. Non, c'est juste qu'il décide de ne pas se représenter. Donc, Merci Monsieur le Président. C'est donc, comme vous l'avez dit, ma dernière intervention. Et j'en profite pour vous remercier, Président, l'ensemble des collègues sénateurs de tous les groupes, le personnel du Sénat et les collaborateurs pour l'excellence de cette Assemblée. Monsieur le Ministre, dans le cadre de la 34e Assemblée générale de la mission opérationnelle transfrontalière, vous avez annoncé, le 23 juin dernier, que la France serait le premier État membre à mettre en œuvre le règlement européen Bridge for EU. Le gouvernement a fait le choix de lancer cette expérimentation à la frontière franco-allemande, initiative que je salue avec mes collègues alsaciens. L'importance de ce projet pour les territoires frontaliers est majeure, vous le savez. Il s'agit de lever les obstacles juridiques, administratifs et techniques qui entravent encore les coopérations transfrontalières. Les difficultés sont bien connues: mobilité quotidienne des travailleurs frontaliers, transport public, coopération hospitalière, reconnaissance des qualifications, procédures administratives complexes ou encore réalisation d'infrastructures transfrontalières. Au-delà des effets d'annonce, les élus locaux veulent désormais connaître les engagements concrets du gouvernement ainsi que la place qu'ils occuperont. Ainsi, selon quel calendrier les collectivités pourront-elles saisir le nouveau mécanisme? Par ailleurs, quels moyens financiers envisagez-vous concrètement pour les grands projets d'infrastructure? Car l'enveloppe de 120 000 € allouée à l'ANCT pour traiter la gouvernance, l'ingénierie et la résolution des obstacles, plutôt identifiée comme un budget d'amorçage, ne sera clairement pas suffisante. Enfin et surtout, le gouvernement est-il prêt à faire de la région Grand Est, qui concentre à elle seule 4 frontières et plusieurs des principaux espaces de coopération européens, un territoire pilote? À ce titre, comment le gouvernement
compte-t-il plus particulièrement associer les collectivités transfrontalières en première ligne et quelles garanties pouvez-vous aujourd'hui apporter aux élus locaux sur l'ensemble de ces points? Je vous remercie. Pouh, cette liste de questions en mode Pour vous catalogue, répondre, la la parole redoute est verbe au des trois Suisses. Ministre délégué en charge de l'Europe, Monsieur Benjamin Haddad. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, Tiens, Haddad, on ne le voit pas tiens souvent, d'abord lui. à saluer votre engagement et puis plus particulièrement, effectivement, votre engagement en faveur de nos concitoyens frontaliers de la région du Rhin. Ce sont aujourd'hui près d'un Français sur 5 qui vivent dans des bassins transfrontaliers. Ce sont des femmes et des hommes qui vivent l'Europe au quotidien pour travailler, pour aller se soigner, pour aller étudier. Mais malheureusement, force est de le constater, le passage de cette frontière s'accompagne encore trop souvent de complexité bureaucratique, de tracasseries administratives. Nous voulons simplifier la vie de nos concitoyens transfrontaliers. J'en ai fait personnellement une priorité. Le règlement de mai 2025, Bridge for EU, auquel vous avez fait référence, c'est un texte majeur pour améliorer les services publics, pour renforcer le marché intérieur, pour faciliter les échanges entre nos pays. La France a été un des tout premiers États à porter cette ambition à Bruxelles et nous serons le premier à la mettre en œuvre. Je l'ai annoncé, vous l'avez dit, il y a quelques semaines, nous allons mettre en place un dispositif simple à chaque frontière de l'Hexagone, sous l'autorité des préfets de région. Nous allons mettre en place un guichet unique, une porte d'entrée avec un principe simple, un problème, un point de contact, une réponse. Et si rien ne peut être réglé au niveau local, on fait remonter au niveau national. Ah, on va créer une nouvelle usine à gaz. En tant que pays précurseur, la France vient de gagner un projet pilote qui sera financé par la Commission européenne. Et donc, nous allons déployer ce mécanisme dès le mois de septembre, d'abord à la frontière franco-allemande, avant de l'étendre aux autres frontières. Monsieur le sénateur, ce dispositif ne part pas de rien. Il accélère le travail que nous avons mené sur toutes les frontières, que ce soit les infrastructures de mobilité, que ce soit les échanges étudiants, et je pense en particulier à nos apprentis, ou encore les corridors de soins. Ce sujet sera au cœur du Conseil des ministres franco-allemand qui se tiendra le 17 juillet prochain. Il s'agit en plus d'intégrer dans toutes les législations, au niveau national comme au niveau européen, un réflexe transfrontalier, c'est-à-dire étudier l'impact sur la vie de nos frontaliers. Simplifier la vie de nos frontaliers, c'est défendre l'Europe dans ce qu'elle a de plus concret, de plus quotidien. Vous pouvez compter sur l'engagement du gouvernement. Et bien là, il dit qu'il faut conclure encore plus vite que Yael. Merci. Ça, c'est fou. Yael, elle est jusqu'à 2 minutes 7. Madame Poncet-Monge. Et pour elle aussi, c'est l'occasion de sa dernière question. Au revoir Raymond. Son mandat. Et je ne peux que saluer son engagement au sein du Sénat. Moi, je l'aimais bien, Raymond. Au sein de la Commission des affaires sociales, dont elle a été vice-présidente, ainsi qu'au sein de la délégation aux droits des femmes. Et puis j'ai un souvenir particulier de 52 heures de séance que j'ai présidée et où Madame Poncet-Monge a été présente tout le temps. Vous vous souvenez du débat sur les retraites. Je lui donne Ah ouais, 52 heures où ils se sont regardés en tête à tête, quoi. Oh là là. C'est marrant, hein, ces petites anecdotes qui nous sort Gérard Larcher. Très intéressant cette séance, hein, je trouve. Merci, Monsieur le Président. Alors tout d'abord, préalablement, notre groupe s'associe aux hommages aux jeunes pompiers volontaires décédés en opération. Monsieur le ministre des Solidarités, notre question ne porte plus sur la responsabilité du gouvernement d'avoir asséché les moyens d'une politique ambitieuse d'atténuation du dérèglement climatique, ni même d'avoir taillé les crédits d'une politique d'adaptation, ni même sur votre impréparation lors des dernières vagues de chaleur. Notre question porte sur les semaines à venir pour ces mois d'été devant nous. Et ce, dans le contexte où, en 10 ans, pas plus que pour le climat, vous n'avez tenu vos promesses de lutter contre la pauvreté et contre le sans-abrisme. Taux de pauvreté au plus haut depuis 30 ans. 10 millions de pauvres occupant un logement social dont seul 1/10 est muni de volets. Le retour en France de formes d'hébergement ultra précaires où logent des familles. Et toujours, 3 millions d'enfants privés du droit aux vacances. Aujourd'hui, il s'agit d'eux, car la précarité, la pauvreté démultiplient la vulnérabilité, au froid comme au chaud. La surmortalité a le visage des inégalités sociales en France. À côté des agents publics, les associations que vous avez fragilisées et oubliées d'ailleurs dans vos remerciements sont débordées par l'ampleur des besoins. Aussi, quelles mesures exceptionnelles concrètes prévoit le ministre des Solidarités pour renforcer l'engagement des associations et de nos collectivités? Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail et des Solidarités.
Monsieur Farandou. Ah, donc il va dire de plus travailler. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Poncet-Monge, le gouvernement est mobilisé, bien sûr, pour les travailleurs et les publics les plus fragiles en période de... En les faisant crever. Le gouvernement agit par la norme, il agit par le contrôle, il agit par l'animation des politiques publiques. Lol. Dès le début, avant même le début de ces épisodes de forte chaleur, j'ai pris très au sérieux pour la protection des travailleurs vis-à-vis des chaleurs intenses, mais aussi effectivement des publics en situation Vous y croyez, difficile. Moi pas. La prévention des risques liés aux températures extrêmes est un axe essentiel du plan de santé au travail 2026-2030. Il a été présenté en amont même de la première poussée de chaleur du mois de mai. Les contrôles ont été renforcés. Nous sommes maintenant à presque 4000 contrôles réalisés, donnant lieu à 390 mises en demeure. Il y a 2 semaines, j'ai aussi demandé au préfet de prendre toutes les mesures dans les départements en vigilance rouge, à la fois pour arrêter les travaux dans les chantiers si nécessaire, mais aussi de protéger les personnes les plus vulnérables. J'ai aussi réuni les plateformes de livraison en pensant aux livreurs, les livreurs en vélo, qui sont des travailleurs indépendants, mais qui ont eux aussi le droit d'être protégés quand il fait très chaud. Eh bien, ces plateformes ont pris vendredi des décisions de protection nouvelles visant à améliorer effectivement la santé de ces travailleurs, certes indépendants, mais travailleurs aussi, en arrêtant les livraisons dans les périodes les plus chaudes. Les protections des gens les plus vulnérables, nous travaillons avec les CCAS, l'ensemble des acteurs de l'État. Merci de le redire, cyberoctopie. Ouais. Des personnes fragiles, coordonner les interventions nécessaires, à la fois dans les personnes âgées isolées chez elles, mais aussi bien sûr pour les gens dans la rue à qui il faut offrir un abri. J'ai pu visiter moi-même un abri installé dans la préfecture de région d'Île-de-France. Je me rendrai en septembre avec les partenaires sociaux pour mieux comprendre comment ce pays, souvent cité en référence, s'est organisé à la fois pour les travailleurs, mais aussi pour les personnes en situation difficile. Excusez-moi. Madame la sénatrice, c'est donc votre dernière question au gouvernement. Il y a un vrai truc sur les volets. Je vois ta question, pour votre commentaire, rigueur, Stéphane. votre travail. Il y a un vrai problème sur les volets. Exceptionnel à maîtriser parfaitement les 2 minutes réglementaires. Madame la sénatrice, merci beaucoup et bon vent. Madame Poncet-Monge. Monsieur le ministre, ATD Carmonde qualifie la canicule, je la cite, de fait social total, qui met à nu le cumul des inégalités et des vulnérabilités. Le bon plan d'urgence, c'est celui qui se soucie des plus vulnérables et qui ouvre massivement des places d'hébergement d'urgence, des refuges climatiques, qui démultiplie les installations de points d'eau, qui fait une campagne nationale pour informer sur les registres municipaux où seuls 10% des personnes isolées sont inscrites et pas celles invisibles qui ne sont connues d'aucun service. Bref, monsieur le ministre, et ce n'était pas tant le ministre du Travail que j'interpellais, mais le ministre des Solidarités, vite un plan national grand chaud en soutien aux actions de nos collectivités et des associations. Merci. La parole est maintenant au rapporteur général Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains. Rapporteur général de la Commission des finances, qui lui, semblerait-il, n'est pas concerné par l'élection. Monsieur le Premier ministre, vous avez réuni hier un comité d'alerte à Bercy sur fond de dégradation aggravée de nos comptes publics, ce qui a fait dire au ministre des Comptes publics qu'on était assis sur un baril de poudre, et ce qui a conduit aussi la Cour des comptes à déclarer que la situation était alarmante et que tous les comptes étaient au rouge. Et vous aviez déclaré que vous donneriez à cette occasion un cap. Ma question porte donc sur le cap que vous comptez donner. Il faut un cap clair. D'abord pour regarder quelle sera la trajectoire de la consolidation budgétaire que le gouvernement entend proposer pour respecter l'objectif des 3% qui reste l'objectif de 2029. Et puis peut-être aussi savoir pour 2027 ce que vous préparez, parce que ce que vous préparez notamment comme trajectoire et comme respect du déficit, et ça concerne notamment les collectivités locales dont j'entends beaucoup aujourd'hui de reproches, et elles portent une inquiétude forte, mais aussi les entreprises qui sont aujourd'hui et surtout pour demain les principales pourvoyeuses de richesses. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes publics, monsieur Amiel. Toujours Amiel. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur général Jean-François Husson. Vous avez fait référence au comité d'alerte qui s'est tenu hier à Bercy. Vous y étiez, monsieur le rapporteur général. J'ai cru que vous alliez commencer par rappeler les propos que vous avez tenus pendant ce comité d'alerte,
en saluant l'action du gouvernement en réponse à la guerre dans le détroit d'Ormuz. Parce que si nous sommes aujourd'hui capables de pouvoir présenter encore des mesures d'économie pour tenir la dépense publique dans l'année 2026, c'est parce que depuis le déclenchement de la guerre en Iran, depuis le mois de mars dernier, la France a répondu d'une manière très différente, à la fois de la manière dont elle a répondu dans le passé et de la manière dont les autres pays européens ont répondu. 50 fois moins de dépenses qu'en 2022-2023. Et vous avez, monsieur le rapporteur général, salué cela. Vous ne l'avez pas fait dans le communiqué de presse que vous avez fait fuiter au même moment dans la presse. Vous ne le faites pas aujourd'hui au Sénat, mais vous l'avez dit dans le comité d'alerte. Ça règle ses comptes. C'était important que ce soit dit dans cette haute assemblée. Ensuite, monsieur le rapporteur le petit sourire général, satisfait là. en ce qui concerne Allez, le cap, je t'ai mouché. Le cap, c'est de tenir la dépense publique. Et ça, c'est une responsabilité collective. Une responsabilité de l'État d'abord. Mois d'avril dernier, premier comité d'alerte suite au déclenchement de la guerre dans le détroit d'Ormuz, nous avions annoncé un risque de dépassement de 6 milliards d'euros. 4 milliards d'euros pour l'État, 2 milliards d'euros pour les comptes de la sécurité sociale. Depuis, 6 milliards d'euros d'économies ont été prises pour tenir ce qui avait été dit lors de ce comité d'alerte. Nous avons hier identifié 5 milliards de risques de dépassement. 2 milliards pour l'État, 1 milliard pour la sécurité sociale, et nous avons annoncé 3 milliards d'euros d'économies qui devront donc être prises pour éviter ces dépassements. Et puis il y a 2 milliards d'euros de risques aujourd'hui concernant les collectivités locales. Et donc le retour de la mouche. Nous attendons des collectivités locales que, comme l'État, comme la sécurité sociale, elles tiennent la dépense publique parce que derrière, c'est de l'argent des Français dont il s'agit. Monsieur Husson. Je ne savais pas, monsieur le ministre, que vous pensiez me suggérer à la fois les questions et les réponses. J'apprécie travailler avec le gouvernement. Je sais à la fois tenir avec honnêteté et objectivité les positions, mais je sais aussi souligner les carences et notamment la dégradation avérée des comptes publics. Vous essayez, comme vous le pouvez, d'y remédier, mais aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on a un poids de la dette qui est aujourd'hui supérieur à celui qu'il était au moment de la crise sanitaire, ce qui n'est pas acceptable. Et c'est la raison pour laquelle, ce n'est pas acceptable, nous condamnons cette dérive contre laquelle vous essayez de lutter. Et ce que je voulais également vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment un montant de la dette, d'emprunt chaque année, qui est égal au montant des recettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous continuons d'être sur une pente extrêmement dangereuse et que pour préparer la suite, et je vous le demande à nouveau, il faudra travailler en bonne intelligence avec tout le Parlement. La parole est à notre collègue Jean Sol pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Lauriane Josande s'associe à ma question. Depuis plusieurs jours, les Pyrénées-Orientales sont durement frappées par une succession d'incendies d'une intensité exceptionnelle, favorisée par des conditions climatiques extrêmes. Après le littoral, avec les communes de Sainte-Marie-la-Mer et de Canet-en-Roussillon, c'est désormais le Conflent qui est touché et le massif des Aspres qui génèrent des inquiétudes et susceptibles de l'être. Des milliers d'hectares ont été parcourus par les flammes, des milliers de personnes évacuées, des habitations, des campings et des entreprises détruites ou gravement endommagées. En cet instant, mes pensées vont également aux autres départements français, à ce jeune sapeur-pompier volontaire décédé en Savoie, ainsi qu'à nos voisins espagnols et portugais, eux aussi durement éprouvés par des incendies d'une violence exceptionnelle. Si le bilan humain demeure, heureusement, limité, les conséquences économiques, sociales et environnementales seront considérables pour un département déjà fragilisé. Je veux saluer avec une profonde reconnaissance l'engagement exemplaire de nos sapeurs-pompiers, des forces de sécurité, des équipes médicales, des associations agréées de sécurité civile, des élus locaux, des agents publics et des nombreux bénévoles qui, sous l'égide du préfet et du colonel contrôleur général, ont fait preuve d'un courage et d'une solidarité exceptionnelle, extraordinaire, que le ministre Laurent Nunez a pu observer, Madame la ministre, lors de sa venue. Au-delà de l'urgence, cette catastrophe nous oblige à mieux préparer nos territoires face à la multiplication et à l'amplification de ces événements, renforcer durablement les moyens de prévention et de lutte contre les incendies, adapter l'aménagement du territoire et la gestion de l'eau, mais aussi accompagner les entreprises, les salariés, les collectivités et les habitants sinistrés.
Alors, Madame la Ministre, au-delà de la gestion de l'urgence, quels engagements concrets le gouvernement entend-il prendre pour que cette catastrophe environnementale ne se transforme pas dans les Pyrénées-Orientales en une catastrophe économique et sociale? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de la Ça va être citoyenneté. de pire en pire, les incendies. Ça va Merci, pas Monsieur le s'arranger. Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean Sol, je voudrais vous remercier pour vos mots à l'intention, effectivement, d'un engagement collectif. Évidemment, nos sapeurs-pompiers, mais tous les représentants de l'État sur le territoire. Vous avez mentionné les associations agréées de sécurité civile. C'est un engagement collectif pour faire en sorte que, justement, il n'y ait pas de plus d'hectares brûlés. Parce qu'à l'heure actuelle, dans votre territoire, c'est effectivement près de 5000 hectares qui ont été brûlés. Et pour que tout le monde comprennent, 5000 hectares, c'est l'équivalent de la superficie de Lyon. C'est l'équivalent de 7000 terrains de football. Et vous avez raison de spécifier. Pourquoi on raisonne toujours en terrain de football et de vigilance que nous devons collectivement avoir, parce que je rappelle que 9 incendies sur 10 sont de départ de gestes humains. Vous avez raison aussi de souligner, et c'est vrai, vous accompagnez lundi le ministre Nunez spécifiquement sur votre territoire, l'augmentation aussi capacitaire des moyens de sécurité civile, qu'il s'agisse des moyens humains, des moyens terrestres et des moyens aériens, pour accompagner et pour justement lutter contre ces incendies. Vous avez rappelé aussi qu'il y a eu une adaptation pour faire en sorte de protéger près de 12 000 personnes qui ont été justement relogées dans ces circonstances. Donc oui, nous réagissons et nous adaptons notre dispositif au quotidien avec les remontées et avec le travail du ministère de la Transition écologique, avec les services aussi de Mathieu Lefebvre avec lequel nous échangeons globalement. Et puis, il y a également tout le travail de préparation à l'avenir, de résilience sur lequel nous travaillons. Par exemple, les conclusions du Beauvau de la sécurité, où il y aura un projet de loi dont le texte est maintenant finalisé de notre côté pour pouvoir répondre aussi à ces enjeux et nous préparer à l'avenir, comme nous le faisons de manière globale sur tous les enjeux de transition climatique. Je vous remercie. Merci. Je vais donner maintenant la parole à notre collègue Éric Kerrouche pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Le retour des socialistes. Madame la ministre, le constat d'une crise de la démocratie est devenu banal. Notre groupe pense qu'une des réponses est de faire en sorte que les citoyens soient réellement acteurs. Nous inaugurons donc une question au gouvernement citoyenne avec l'ambition d'en faire un rendez-vous régulier. Nous avons demandé à des internautes de nous suggérer des thèmes de questions. Les 4 les plus cités ont été soumis au vote sur une plateforme de texte citoyenne française. 2 thèmes dominent: le respect des accords de Paris sur le climat et, arrivé en tête, la loi intégrale contre les violences sexuelles. Que ce thème reçoive 46% des voix, que 60% des femmes l'aient choisi, témoigne à nouveau de l'ampleur de l'onde de choc provoquée par la mort tragique de Liana. 110 cortèges ont défilé samedi dernier pour réclamer cette loi. Madame la ministre, cette proposition de loi transpartisane à l'initiative de la députée socialiste Céline Thiébaut-Martinez, largement co-signée, est le fruit d'un immense travail avec la coalition féministe et enfantiste. Elle est également soutenue au Sénat, singulièrement par des sénatrices de notre groupe, engagées dès le départ dans cette coalition. J'en profite pour remercier sincèrement Laurence Harribey, qui nous quitte et s'est beaucoup investie sur les sujets de protection de l'enfance. Le Premier ministre s'est engagé à inscrire ce texte à l'Assemblée au mois d'octobre. Son examen par le Conseil d'État doit permettre de consolider la proposition portée par le mouvement associatif. 2 questions demeurent, Madame la ministre. Une loi fragmentée serait une loi affaiblie. Garantissez-vous l'examen d'une loi intégrale, fidèle aux ambitions portées par la coalition féministe et enfantiste? Et 2, alors que le projet de loi de finances se prépare, garantissez-vous solennellement que les moyens nécessaires seront bien inscrits? Oui, la réponse est non. Avant de donner la parole à Madame la ministre, je souhaite moi aussi saluer notre collègue Laurence Harribey. On a évoqué son rôle et son engagement dans la protection de l'enfance, mais je veux la remercier pour son engagement au sein du Sénat, tout particulièrement en tant que vice-présidente du comité de déontologie parlementaire du Sénat. Elle a contribué, j'allais dire, à la croissance de cette déontologie et à cette exigence aux côtés du président Arnaud Bazin. Et je voulais la remercier. Eh bien, ça n'arrête pas, les remerciements.
C'est quand qu'il me remercie Gérard Larcher pour faire une mission de service public? Hein? La parole est maintenant à Madame Aurore Berger, ministre déléguée en Oh charge non. de l'égalité entre les Oh femmes et putain, les ouais. hommes. Ouais. Fallait une transition avant de donner la parole à Aurore. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les sénateurs, Mesdames les sénatrices, Monsieur le Oh, sénateur. pitié, non. Déjà, vous l'avez dit, vous avez fait une consultation citoyenne pour savoir quelles questions les Français avaient envie que vous posiez pour contrôler l'action du gouvernement. Et cela dit beaucoup de voir que de manière massive, ils ont souhaité que la question posée soit sur la question de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes. Parce que cela veut dire que l'onde de choc qui a traversé notre pays suite au décès d'une petite fille, d'autant plus quand on sait les conditions dans lesquelles elle a eu à survivre ces dernières heures, ça veut dire que cette onde de choc ne s'est pas refermée. Et ça, c'est essentiel, parce que par le passé, d'autres enfants ont subi des violences, d'autres drames ont été particulièrement médiatisés, et pour autant, nous avons vu des parenthèses se refermer, et se refermer parfois trop vite, sur les violences infligées à nos enfants et les violences sexuelles infligées aux femmes. Tant mieux si l'opinion publique continue à être derrière nous, et même à nous pousser, j'allais dire même être devant nous, sur un certain nombre de sujets. Je l'ai déjà dit, ni les Français, ni les associations ne sont nos adversaires, bien au contraire. Ils nous garantissent d'aller plus loin à chaque fois que c'est nécessaire, et nous irons plus loin. L'engagement a été pris par le Premier ministre, l'engagement sera tenu. Il y aura bien, en 2026, une loi intégrale concernant la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants et faites aux femmes. L'engagement pris sera tenu. Et il sera tenu aussi avec méthode. Méthode, ça veut dire avis du Conseil d'État qui sera rendu au mois de juillet, évaluation précise de ce que le Conseil d'État va nous dire, réunion de travail tout au long du mois de juillet avec l'ensemble des parlementaires, Assemblée comme Sénat, concernés et volontaires et sur tous les bancs pour avancer sur le sujet. Parce que de la même manière que nous avons un consensus aujourd'hui dans l'opinion publique, nous devons avoir évidemment un consensus parlementaire pour que cette loi soit adoptée et adoptée à l'unanimité. Quant aux moyens, évidemment, nous regardons ministère par ministère, puisque tous les ministères sont concernés, pour garantir que les moyens qui ont déjà été renforcés le soient encore plus demain. Je vous remercie. Monsieur Kerrouche. Ouais, donc un grand flou. Dans une séance un peu nostalgique, je vais donner la parole à Alain Joyandet, mais je souhaite saluer notre collègue à l'occasion de sa dernière question. Avant la Allez, fin un de de son plus, mandat. en Il moins. a été sénateur 24 ans. Et je le remercie pour son engagement au sein du Sénat. 24 ans. À la Commission de la Culture, à la Commission des Finances, aux Affaires étrangères, à la délégation aux entreprises, dont il a été vice-président. Et je lui cède la parole. A carrément cédé la parole. Ben, ça marche pas. Merci, Monsieur le Président, pour ces remerciements. Si vous le permettez, je voudrais associer tous nos collègues et sur tous les bancs, pour lesquels c'est aussi la dernière séance, qui n'ont pas eu la chance de poser une question à l'occasion de cette dernière séance, et pour leur action individuelle et collective. Peut-être d'ailleurs qu'on peut tous se lever pour tous les applaudir, quoi. Hein, voilà. J'ai lancé le chrono, mais oui, j'aurais pas dû. Bah ça rigole, hein. Qu'est-ce qu'on se marre. Monsieur le Président, je serai effectivement nostalgique de cette Assemblée et de la façon dont vous la présidez, qui nous permet de faire vivre nos différences dans la fraternité républicaine. En tout cas, merci à vous, Monsieur le Président. Ça ne vous étonnera pas que je pose une question sur l'Agence française de développement. Monsieur le Ministre, notre agence a vu ses crédits réduits d'une manière drastique. Notre agence, c'est un peu le rayonnement de la France dans le monde. Plus de la moitié des crédits des dotations de l'État lui ont été enlevés. Donc cette agence est actuellement fragilisée. Du coup, elle réagit positivement. Elle nous propose un nouveau plan, un contrat d'objectifs et de moyens, qui est un contrat très rigoureux, qui va lui permettre d'exister quand même et aussi d'agir. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire d'abord comment vous recevez ce COM, comment vous allez l'accompagner, et puis aussi, alors je ne serai pas là, d'autres collègues non plus, mais est-ce que le Parlement va en être saisi pour pouvoir en débattre? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé de l'Europe, Monsieur Haddad. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Joyandet, Monsieur le Ministre, merci
pour votre engagement connu, continu, constant sur ce sujet. Oui, l'aide au développement, c'est un outil de rayonnement de notre pays, de défense de nos intérêts, de notre souveraineté. Et nous avons toujours aussi mené un travail de modernisation de nos outils pour les rendre les plus efficaces possibles. Et c'est ainsi que nous sommes parvenus, vous l'avez dit, à l'issue d'un travail entre l'AFD et ses ministères de tutelle, à finaliser le contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD pour la période 2027-2029. AFD, Agence française de développement, à ne pas confondre avec le parti d'extrême droite allemand. De l'agence par l'État pour avoir une vision stratégique et politique de long terme et dans un objectif de redevabilité et de lisibilité. Ce projet, et je tiens à saluer le travail qui a été effectué par les équipes de nos institutions, donc sera transmis aux commissions des affaires étrangères très prochainement. Et je le dis, son adoption est d'autant plus urgente que nous faisons face à un contexte de pression internationale bien sûr, avec une remise en cause par certains acteurs majeurs de l'investissement solidaire et durable. Ce contrat prend en compte la nécessité de maîtriser nos dépenses publiques et de faire face au contexte budgétaire que nous connaissons, mais il donne de la prévisibilité à l'AFD sur ses moyens. Et c'est nécessaire pour qu'elle poursuive son action et ses procédures d'instruction dans des conditions raisonnables et anticipables. Alors nous avons fixé 3 grands objectifs. D'abord, prioriser l'action de l'AFD pour améliorer sa visibilité dans les pays et les secteurs où elle est la plus nécessaire, avec une attention particulière aux pays les plus vulnérables, notamment en Afrique. Et je voudrais saluer d'ailleurs le succès du sommet Africa Forward récemment à Nairobi. Renforcer la prise en compte par l'agence de nos intérêts économiques. C'est indispensable car c'est un outil qui doit servir les intérêts de la France et des Français et leurs préoccupations directes. Et enfin, améliorer son efficacité opérationnelle et sa résilience avec une meilleure maîtrise des coûts et notamment en renforçant les synergies intragroupes. Je vous remercie, monsieur le sénateur, et encore merci pour le soutien et l'engagement que vous avez prouvé au cours de ces années pour notre aide au développement et pour l'agence de l'AFD. Merci. Merci. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse précise. Je pense qu'il va rassurer l'agence. Elle le mérite. C'est une agence qui, lorsque vous lui conférez 1 milliard, en déploie 12. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agences qui sont capables de faire ça? Grâce à sa production personnelle, grâce à ses équipes, et ça, c'est dans le monde entier. Donc je veux aussi répondre à ceux qui disent que l'agence coûte trop cher. Ce n'est pas vrai. L'agence rapporte à la France, grâce à son rayonnement, pour nos entreprises qu'elle soutient, qui obtiennent des marchés, pour les Français établis hors de France, et pour l'ensemble de notre pays qui, du coup, continue à rayonner dans certains endroits, et notamment en Afrique, quand nous y sommes chassés, comme ça vient d'être le cas au Burkina Faso. L'agence est encore là et elle prépare le retour de nos équipes diplomatiques. Voilà, c'est vraiment cette agence française du développement, un exemple mondial. Je pense que c'est notre bien commun. Alors oui, il y a les réductions budgétaires qui sont normales. L'agence va s'engager encore dans plus de restrictions budgétaires sur ses frais de fonctionnement. Elle va le faire en interne. Mais vraiment, prenons soin de cette agence qui est vraiment le rayonnement de notre pays et nous en aurons bien besoin. Je trouve très intéressant cette mise en lumière pour le groupe de l'Union centriste. De l'Agence française de développement. L'Union centriste maintenant. Enfin, apparenté Union centriste. Mes collègues calédoniens à ma question. Monsieur le Premier ministre, ancien ministre des Armées, la presse et le procureur de la République de Toulon ont fait écho la semaine dernière de faits glaçants, horrifiants, portant sur la disparition de 2 jeunes militaires. Depuis plus de 4 ans, pour Jacques Paquesso, calédonien engagé dans la marine à Saint-Mandrier, et depuis 3 ans pour Mike Gineste, polynésien engagé dans la Légion étrangère aux excellents états de service. Selon les faits relatés, ils auraient été victimes d'actes meurtriers, des dépôts de plainte classés sans suite, des jeunes militaires classés déserteurs par leur hiérarchie. C'est inimaginable. Une affaire qui scandalise toute la communauté du Pacifique. Monsieur le Premier ministre, au-delà de l'aspect judiciaire et par respect pour les familles qui attendent des réponses, ne pensez-vous pas qu'il y a là un problème? Ou bien est-ce que des moyens ont été mis en œuvre pour les retrouver? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre des Outre-mer, Madame Naïma Moutchou.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, merci, Madame la sénatrice Tétouan-Oui. Je voudrais d'abord vous dire notre profonde émotion et adresser bien sûr nos pensées solidaires aux familles et aux proches de Jacques Pazeco et de Mike Gineste. Je voudrais leur dire que bien sûr nous nous tenons à leur côté, qu'à chaque fois que nos jeunes dans les Outre-mer sont frappés par de tels drames, c'est toute la communauté nationale, bien évidemment, qui est touchée. Il ne s'agit pas d'ajouter de la souffrance à la souffrance. Il est clair que les familles n'ont pas à supporter, en plus de leur douleur personnelle, des décisions ou des arbitrages administratifs qui ne correspondraient pas à la réalité de ces situations. Je voudrais donc venir vous préciser, d'abord s'agissant du matelot Jacques Pazeco, qui n'a pas été déclaré déserteur. C'est important, il faut que nous puissions le dire publiquement pour les familles. Il n'a pas été déclaré déserteur. Il s'était engagé en décembre 2021 et son contrat a été résilié au cours de la période probatoire de 6 mois en mai 2022. Il était alors en formation. Sa famille a signalé sa disparition fin décembre 2022, c'est-à-dire après qu'il ait quitté la marine depuis plusieurs mois. Et c'est, semble-t-il, pendant cette période qu'il aurait été hébergé par la famille qui est mise en cause. S'agissant de Mike Gineste, qui était engagé dans la Légion étrangère, je vous informe qu'une procédure a été engagée à une époque où l'armée de terre ignorait le sort qui était le sien. À la lumière des récents éléments de l'enquête judiciaire, la décision de résiliation de contrat pour motif disciplinaire va être rapidement retirée, ce qui entraînera une reconstitution de la situation du militaire. Enfin, Madame la sénatrice, je vous indique que les chefs d'état-major de l'armée de terre et de la marine vont adresser aux familles des 2 militaires disparus un témoignage de soutien des armées dans la tragédie qui les touche et qu'ils leur proposeront, si elles le souhaitent, des dispositifs d'accompagnement. Madame la sénatrice Lana Tétouan-Oui. Oui, merci Madame la ministre. Il faudra dire merci à la presse d'avoir relayé ce problème. Oh bah donc, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Bien plus de considération et de suivi dans de telles disparitions. Nos jeunes engagés polynésiens sont très nombreux. Donc il est normal de s'interroger sur un si long silence pour les familles en attente. Je compte bien, Madame la ministre, si je reviens au mois d'octobre, pour être plus précise, demander une commission d'enquête parlementaire sur des affaires aussi graves au sein de nos armées. Merci. Donc on apprend que Lana Tétouan-Oui se représente. Pour le groupe Les Républicains. Marie-Jeanne Bellamy pour Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Notre pays connaît une nouvelle vague de chaleur, la 3e en quelques semaines. Les premières victimes sont les personnes les plus fragiles, nos enfants, nos aînés, les personnes en situation de handicap, malades ou isolées. Face à cette urgence, les maires répondent présents. Ils mobilisent leurs services, les CCAS, les associations et les bénévoles. Et oui, les maires font appel à leurs pairs. Vulnérables lorsqu'une commune ne dispose d'aucun bâtiment rafraîchi pour les accueillir. Comment appliquer les recommandations sanitaires lorsque les équipements publics eux-mêmes ne sont pas adaptés aux épisodes de chaleur extrême? Monsieur le Premier ministre, vous avez récemment dénoncé un manque d'anticipation des élus locaux, un sous-investissement collectif. Les associations d'élus ne comprennent pas ces propos. Vous vous trompez vraiment de cible. Depuis des années, on demande aux collectivités d'investir davantage pour adapter leur territoire. Dans le même temps, leur marge de manœuvre financière ne cesse d'être réduite par l'État. Baisse des dotations, baisse de fonds verts. Faire toujours plus avec toujours moins. Les élus locaux ne refusent jamais d'agir, ils demandent simplement les moyens. Les collectivités ne peuvent pas être le dernier rempart face aux conséquences du changement climatique. Il y a quelqu'un qui est tombé dans le claptrap. Les communes ont besoin de stratégies nationales de long terme, plutôt que des rustines posées dans l'urgence à chaque aléa climatique. Comment allez-vous concrètement aider nos communes, notamment les plus petites, aux contraintes budgétaires fortes, à créer des lieux rafraîchis et protéger les personnes les plus vulnérables? Le gouvernement est-il prêt à engager un véritable plan pluriannuel doté de financements pérennes? On prend nos responsabilités, prenez les vôtres. Je vous remercie. Eh bien. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Madame Gatel. Ah non, Merci, pas Françoise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Bellamy.
Je crois que, enfin, je suis même sûre, le Premier ministre n'a jamais critiqué l'inaction des collectivités. Je rappelle même que hier, au comité d'alerte des finances publiques, nous avons constaté que l'investissement des collectivités publiques a augmenté. D'abord, votre question me permet de remercier l'ensemble des services de l'État et les élus locaux et les CCAS qui sont pleinement engagés. Et je leur exprime ma gratitude. Qui sont la tête sous l'eau concrètement. Ensuite, et c'est pas pour se rafraîchir. 3 actions prioritaires. La première est une réponse à votre demande. Aujourd'hui, les collectivités n'ont pas la... Je sais pas qu'est-ce qu'il se disait, mais Tabarot, il est plié de rire. Ouais. L'affaire est réglée, si je puis dire, parce que le Premier ministre a pris une disposition juridique qui, aujourd'hui, fait que les départements et les caisses de retraite doivent transmettre à toutes les communes la liste des personnes vulnérables, les personnes âgées et les personnes handicapées qui bénéficient de prestations. Deuxièmement, il y a de l'anticipation. Alors ce mot va peut-être vous faire sourire, mais aujourd'hui les préfets sont pleinement engagés aux côtés des associations départementales d'élus. Vous savez ce qu'elles font, vous avez été présidente, pour mettre à jour les plans communaux de sauvegarde. Et nous avons aussi activé avec la Poste l'intervention des facteurs. Et enfin, Madame la sénatrice, permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec vous, puisque je voudrais dire qu'en 2025, il y a eu plus de 1230 rénovations ou constructions d'équipements publics vertueux, y compris les revégétalisations des cours qui ont été aidées non seulement par le Fonds vert et la DETR. Et Madame oui, il y a 36 000 communes, Françoise. À ce rythme-là, il faudrait 36 ans. La rénovation des écoles est prioritaire, donc je vous encourage. Et j'ai dit 36 000 communes pour pas dire 36 000 écoles. Conclure. Merci, Monsieur le Premier ministre. Il y aura encore ce soir une réunion du comité de la commission interministérielle d'urgence. Et merci à Madame la ministre de la Santé. Madame la sénatrice. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, moi aussi, je vais faire comme ça. Effectivement, tout ce que vous m'avez dit. Voilà, je m'exprime et puis je vais retourner à ma place parce que tout à fait. Mais il n'y a pas que les écoles. Il y a d'autres bâtiments. Il y a d'autres endroits. Il y a des communes qui n'ont pas les moyens. Donc, aidez-les. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, la Françoise? La parole est à notre collègue Lucien Stanzione pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Hey, c'est les derniers socialistes du jour. Monsieur le Président, Madame la Ministre, cette nuit, un jeune sapeur-pompier volontaire est décédé en combattant un incendie en Savoie. Ma question est aussi un hommage ému à tous les soldats du feu de France et encore plus à tous ceux qui perdent leur vie pour nous protéger. Drôme, Pyrénées-Orientales, Hérault, Gare, près de 10 000 hectares brûlés, 12 000 personnes évacuées. Dans mon département, plusieurs départs de feu importants, 2 fois plus que l'an dernier. 9 départs sur 10 sont détectés grâce aux bénévoles qui surveillent. Dans mon département, ils sont 1300 membres des comités communaux de feux de forêt et plus de 12 000 dans la région sud, sans aucun statut unifié. J'ai déposé ce mois-ci une PPL pour leur donner un statut et la reconnaissance de leur utilité publique légale. Les pompiers avouent, on va devoir faire des choix entre plusieurs feux simultanés. Choisir ces feux, c'est la rupture capacitaire. Et dans le ciel, vous disposez de 12 Canadair vieillissants, mais 11 sont en état de voler. L'Espagne en a 21, l'Italie 18. Les 4 commandes effectuées sont livrées en 2032, voire en 2033. Pendant ce temps, la frégate F-100, bombardier d'eau français financé par France 2030, attend une commande ferme. Où en est-on, Madame la Ministre? Lors des 4 précédentes années, mon groupe, par la voix de Hervé Gillet, Serge Mérillou, Sébastien Pla, vous a fait des propositions concrètes que vous avez refusées. Hier, l'Europe ne nous a envoyé que 4 appareils parce que l'Espagne, le Portugal et la Grèce combattent leurs propres incendies. Quand tout brûle, le même jour, la solidarité ne suffit plus. On doit s'équiper. Madame la Ministre, votre promesse de 2022 annonçant 16 Canadair en fin de quinquennat n'est pas tenue. Alors ma question est simple. Avec quoi la France tiendra-t-elle ces 6 étés qui arrivent? Nos sapeurs-pompiers qui interviennent sur le terrain ont un besoin impérieux de ce soutien aérien.
Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée, Madame Védrenne. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Lucien Stanzon, je voudrais vous remercier pour les mots que vous avez eus à l'attention des sapeurs-pompiers, quel que soit leur statut, qui effectivement sont engagés au péril de leur vie. Vous évoquez les enjeux capacitaires. Les enjeux capacitaires, ils ont été renforcés depuis 2023, qu'il s'agisse des moyens terrestres, avec plus de 540 engins, ou des moyens aériens. Je voudrais quand même préciser un point. Effectivement, à ce stade, il y a près de 12 000 hectares qui ont brûlé en France. Une précocité, une intensité très très forte. Ce qui fait que nous préparons et nous anticipons. Et nous déployons les moyens opérationnels au jour le jour en fonction des évolutions et des informations que nous avons avec tous les services pour pouvoir déployer la doctrine française qui est efficace, à savoir taper vite et taper fort. Il y a près de nombreux feux de forêt qui sont circonscrits parce que justement la mise en place de cette doctrine. Et par ailleurs, sur le volet opérationnel, je tiens à préciser un point. 95% des feux de forêt, nous les luttons aussi par voie terrestre. Parce qu'il faut aussi rappeler que dans toutes les circonstances, les moyens aériens ne sont pas toujours utilisables, notamment du fait des habitations. Donc je pense que depuis de nombreuses années, il y a un engagement fort du gouvernement pour appuyer cette doctrine française qui est efficace, pour appuyer nos sapeurs-pompiers et pour pouvoir renforcer notre capacité opérationnelle. Je le redis, c'est ce que nous avons fait sur le moyen terrestre, c'est ce que nous avons fait sur les moyens aérien, et c'est ce que nous continuerons de faire avec effectivement une solidarité européenne qui se déploie. En l'occurrence, là, nous bénéficions de 4 moyens aériens par Chypre notamment, mais dans d'autres circonstances, c'est la France qui appuie évidemment nos pays européens. Donc c'est bien une solidarité de fait pour accompagner merci Chypre. tous les Mais le jour acteurs, où et je Chypre le a redis, besoin de comme ses l'ont Canadair, fait on fait comment? Différents ministres, une mobilisation collective, bien évidemment des services de l'État, mais aussi des élus locaux et spécifiquement de tous les acteurs de sécurité civile pour répondre à ces objectifs et à cette multiplication des incendies. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Marta de Cidrac pour le groupe Les Républicains. Allez, les Républicains toujours, et on terminera Monsieur le Président, avec eux. Et j'espère que Monsieur le ministre délégué chargé de la transition écologique n'y verra aucune offense, en réalité s'adresser à Monsieur le Premier ministre qui est présent parmi nous aujourd'hui. Le 19 mai dernier, le Président de la République a évoqué son souhait de mettre en place la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique. Le décor est planté. Depuis, vous, Monsieur le ministre Lefebvre, avez organisé des réunions pour envisager sa mise en œuvre. Mais ce qui était présenté comme une hypothèse de travail est rapidement apparu comme une décision déjà prise d'avance. Les associations d'élus s'y opposent fermement car les impacts environnementaux, économiques et de pouvoir d'achat se feront au détriment de nos concitoyens. Ça, c'est une certitude. Il suffit de consulter tous les travaux du Sénat sur ce sujet. Dans ce contexte, le dialogue avec vous, Monsieur le ministre Lefebvre, est devenu impossible pour elles. Aujourd'hui, les collectivités souhaitent être reçues et entendues par vous, Monsieur le Premier ministre. Alors ma question est la suivante, elle est très simple et j'espère que j'aurai une réponse tout de suite en séance. Allez-vous recevoir les associations d'élus, Monsieur le Premier ministre? Si oui, quand? Sinon, pourquoi? Je vous remercie. Pour vous répondre, la Moi j'aime bien parole quand on met quand au chargé cœur de la transition l'actualité. écologique, Monsieur Mathieu Lefebvre, de la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice de Cidrac. Évidemment, rien ne se fera ni sans ni contre les élus locaux et les collectivités territoriales. Mais Ah bon, parce que c'est un peu parti pour. Étant une excellente connaisseur de ces sujets, le statu quo n'est pas possible, Madame la sénatrice. Le statu quo qui nous conduit à ne recycler que 26% des emballages contre des objectifs européens fixés à 55%, qui nous conduit, à titre d'exemple, à acquitter 700 millions d'euros par an de contributions supplémentaires au budget de l'Union européenne, dont vous conviendrez qu'il trouverait mieux à être utilisé soit au désendettement du pays, soit à la transition écologique. S'agissant de la consigne plastique, j'observe que 19 pays européens sur 27 l'ont mise en œuvre, que ça aide ces pays à atteindre leurs objectifs de recyclage à hauteur de 90% en 2029. Mais je voudrais vous dire également que ce n'est pas le seul levier qui est proposé dans le plan plastique. Il y a
une douzaine de leviers, dont beaucoup sont convergents avec les collectivités locales. Je pense au développement de la tarification incitative, je pense au malus sur les petits contenants, sur les suremballages. Donc, je vous le dis, la porte, évidemment, du gouvernement est toujours ouverte pour poursuivre le dialogue, mais le statu quo n'est pas possible, Madame la sénatrice. J'ajoute au cas d'espèce, s'agissant de la mise en œuvre de la consigne, que j'ai soumis au secrétariat général des affaires européennes la note qui m'a été remise par les collectivités pour savoir si oui ou non nous pouvions nous exonérer de sa mise en œuvre rendue obligatoire par l'article 50 du règlement PPWR au 1er janvier 2029. Eh bien non, sans surprise, Madame la sénatrice, la réponse du SGAE est très claire. Nous n'atteindrons pas nos objectifs en 2026, fixés à 80%, qui nous auraient permis de nous exonérer de la mise en œuvre de la consigne au 1er janvier 2029. La question est donc de savoir si nous allons subir sa mise en œuvre ou l'anticiper. Le gouvernement préfère l'anticiper et préfère l'anticiper en concertant avec les collectivités locales, notamment pour compenser les investissements qu'elles ont faits ces dernières années et qu'il est bien logique de compenser. Je vous remercie. Madame de Cidrac. Merci, Monsieur le Ministre. Votre réponse ne m'étonne pas beaucoup. Donc, en fait, vous nous rappelez de toute façon que la consigne, de nouveau, reviendrait à concentrer des moyens considérables sur un gisement qui n'est pas le plus problématique aujourd'hui, puisque en réalité, il ne représente que 15,4% des emballages plastiques aujourd'hui. En revanche, je note malgré tout que vous ne parlez plus du 1,6 milliard, vous parlez de 700 millions. Donc, je considère de 700 millions d'euros, bien évidemment. Je considère que vous évoluez peut-être dans votre appréciation de cet impact-là. Nous ne sommes pas encore tout à fait d'accord sur les chiffres, mais moi, je voudrais là de nouveau m'adresser au Premier ministre, que j'appelle véritablement à une stratégie nationale sur l'économie circulaire qui est indispensable. Aujourd'hui, nous naviguons un petit peu à vue sur ces sujets-là et j'invite Monsieur le Premier ministre à relire notre rapport qui est celui sur le bilan de la loi AGEC que nous avions rendu au Sénat en 2025 et dans lequel nous appelons à une stratégie nationale sur l'économie circulaire. Je vous remercie. Merci. Allez, la dernière parole question. est à Michel Canevette pour le groupe de l'Union centriste. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, depuis le 1er juillet et ce mercredi à Rennes, les ambulanciers de France sont en grève à l'appel de toutes les organisations professionnelles. Eh bien, courage aux grévistes. Ils ont demandé des efforts, notamment de lutter contre la fraude, de réaliser des économies à hauteur de 150 millions d'euros, de mutualiser les transports également. Dans ma commune, l'ambulance Fayère, par exemple, mutualise aujourd'hui plus de 20% des transports qu'elle effectue. Et malgré cela, ils ont du mal à équilibrer leur compte parce que les tarifs de la garde, par exemple, n'ont pas été revalorisés depuis 2018. Et donc, ils ne sont pas entendus par le gouvernement. Que propose le gouvernement comme réponse? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Santé, Madame Stéphanie Rist. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Canevet, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Alors vous m'interrogez sur le mouvement social qui a débuté effectivement début juillet par les transporteurs sanitaires. En tant que ministre, mais aussi en tant que soignante, je sais le rôle essentiel de ces professionnels de santé et notamment le rôle sur l'accès aux soins en ruralité. Lorsque je les ai reçus fin mai, les transporteurs sanitaires ont exprimé deux préoccupations majeures. La première, c'est les difficultés économiques auxquelles ils font face, notamment du fait de la hausse de leurs charges, mais aussi, vous l'avez dit, alors qu'ils se sont engagés avec l'assurance maladie dans une maîtrise de leurs dépenses. L'autre difficulté est surtout les interrogations quant à l'avenir de leur profession et leur place dans la prise en charge du secours à la personne. Alors oui, des mesures sont engagées. En étant attentif à cette situation, je voudrais rappeler que les entreprises de transport sanitaire ont pu bénéficier de l'aide du carburant destinée aux grands rouleurs sur les mois d'avril et mai, et de manière plus structurelle. Nous travaillons à réduire les temps d'attente aux urgences, les délais de paiement des hôpitaux, à faire évoluer les missions des transporteurs sanitaires et aussi à les aider à simplifier la gestion de leurs entreprises. Surtout, je suis convaincue que nous pouvons construire, avec tous les acteurs, une organisation plus efficiente du transport sanitaire urgent. Certains acteurs interviennent parfois en doublon par manque de coordination. Et la répartition des rôles entre médecine d'urgence, transporteurs sanitaires et sapeurs-pompiers doit être revue. Chacun a un rôle à jouer et je pense qu'il ne faut surtout pas les opposer. Je vous remercie. Monsieur Canevette.
Soyez consciente, Madame la Ministre, que plus de 150 entreprises d'ambulancières ont déposé le bilan depuis quelques mois. Ah ouais. Vous êtes bien consciente de cela et vous pensez bien que la fracture sanitaire est en train de s'accroître. Et que va-t-il se passer si les ambulanciers ne peuvent assurer leur mission? Eh bien, tout cela va retomber sur les SDIS. Or, les SDIS, vous le voyez bien actuellement, ont également des problèmes de financement. Donc, il importe de prendre tout cela en compte parce que la puissance publique, par l'intermédiaire des départements qui financent les SDIS et les collectivités, ne pourront suppléer ce que l'assurance maladie ne peut effectivement mettre en œuvre pour assurer la prise en charge de tous ceux qui ont besoin de manière urgente de besoins sanitaires, de besoins de transport. Donc soyez conscients qu'il y a véritablement à prendre en compte leurs revendications, sans quoi nous allons au-devant de problèmes et beaucoup de nos concitoyens ne pourront plus être soignés. En tout cas, nous espérons que le gouvernement va enfin prendre conscience de l'importance du sujet. Bien, merci Madame. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h45. Et je vais choisir la réponse à la prédiction. Il n'y a pas eu de dépassement. La relance et la décentralisation du logement. La séance est suspendue. Ouf. Relance et décentralisation du logement. Alors ça, pouf. En attendant, c'est donc la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Ressenti, j'ai l'impression qu'on a fait l'intégralité là, avec Assemblée plus Sénat. Pourtant, il n'y avait que le Sénat aujourd'hui et jusqu'aux vacances parlementaires. Je regarde quand même pour vérifier les autres jours. 8, 9, 21. Ah. On a l'ordre du jour du 8, du 9 et du 21 juillet. Après, on ne sait pas. Donc... à tout moment, ça peut être la dernière séance de questions d'actualité au gouvernement, puisque ça dépend de la vitesse à laquelle l'ordre du jour de la session extraordinaire se termine. Donc à tout moment, c'est la dernière séance de questions au gouvernement avant les sénatoriales et avant la reprise des travaux parlementaires. Donc peut-être qu'on ne se reverra qu'en octobre. En attendant, si ce n'est pas le cas, je serai très heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle séance de questions au gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est sûr. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette session et que les lourdeurs de Sébastien Lecornu ne vous auront pas ôté l'envie de regarder. N'oubliez pas le super pouvoir de la gratuité, un pouce en l'air, un commentaire, vous abonner, partager pour faire en sorte que plus de gens, comme toutes celles et tous ceux qui ont rejoint l'aventure récemment, puissent découvrir à leur tour le format. Quant à moi, je vous retrouve bientôt, sous-entendu semaine prochaine ou bien dans 2 mois et demi, du coup, pour de nouvelles questions d'actualité au gouvernement. Voilà. Portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.